Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième édition du podcast que j'ai inauguré, il me semble, il y a un peu plus d'une semaine, à propos de l'actualité et du féminisme. Je vais pas refaire un disclaimer aussi long que dans la première édition, juste vous rappeler que ce podcast ne vise pas à l'exhaustivité, que je ne prétends pas tout connaître, que je choisis quelques sujets et que donc je ne vais pas aller en profondeur dans tous les sujets, c'est impossible, c'est plutôt pour aborder certaines actualités et vous permettre à vous, peut-être si vous n'en avez pas entendu parler, de faire vos propres recherches, ce qui me semble plus intéressant que de produire un travail mâché en quelque sorte. Voilà. Alors, malheureusement, dans celui-ci de podcast, il n'y a pas beaucoup de nouvelles très positives. Enfin, vous me direz, dans le dernier, il y en avait une seule, il me semble, de nouvelles positives. On va commencer déjà avec deux informations assez brèves qui ont un rapport avec ce dont j'avais parlé dans l'épisode précédent. Le premier, c'est que l'avortement en Argentine, vous vous en souvenez sûrement et vous en avez sûrement entendu parler parce que ça, pour le coup, c'est une information qui est assez relayée par les médias. Il y a eu en Argentine un refus de la légalisation de l'avortement, malheureusement, un refus qui en plus s'est joué à peu de voix, il me semble à 7 voix de la part des sénateurs, ce qui est quand même extrêmement décevant. Et tout simplement, majoritairement, à cause de la pression de l'Église catholique et également du pape, qui s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet. Et donc on observe encore une fois un contrôle du corps des femmes par des hommes, les hommes étant ici l'Église, hein. N'oublions pas quand même que l'Église catholique est constituée majoritairement, si ce n'est pas pour dire exclusivement, si on oublie les nonnes, d'hommes. Donc voilà une première nouvelle qui fait écho à ce dont j'avais parlé la dernière fois, qui est malheureusement négative. Et la deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est une vidéo qui tourne en ce moment et qui est absolument horrible. Et en fait, j'ai beaucoup hésité à moi-même en parler ou à moi-même retweeter à propos de cela, mais en fait, je l'ai fait et je le fais avec le plus grand respect pour la victime. C'est une vidéo dans laquelle on voit un homme battre sa femme et puis après, on suppose qu'il l'a jetée par la fenêtre du 4e étage et puis on le voit récupérer le corps de cette femme, le remonter dans l'appartement, nettoyer le sang sur lui dans l'ascenseur et puis s'enfuir en fait que lorsque les policiers, les secours arrivent. Donc si je parle de ça, c'est parce que la dernière fois, j'avais effectivement parlé des violences contre les femmes en Amérique latine et puis tout simplement parce que c'est un sujet extrêmement important, les violences conjugales et même les violences extra-conjugales, mais les violences conjugales, c'est quand même quelque chose d'horrible, c'est quelque chose qui touche quasiment exclusivement les femmes et dont les agresseurs, les bourreaux sont quasiment exclusivement des hommes, même lorsque les victimes sont des hommes, c'est le plus souvent dans des couples homosexuels, enfin, des couples gays, et c'est un fléau qui touche tous les pays, qui touche tous les milieux, qui touche toutes les personnes, il n'y a pas de profil type, et voilà, il faut en parler, et c'est horrible, tout simplement. Et quand je vois ce genre de vidéos ou quand je lis des témoignages et qu'après je vois des hommes dire pas tous les hommes ou alors ne nous mettez pas tous dans le même panier, je me dis mais quelle indécence et vous n'avez toujours pas compris en fait quel est notre propos. Euh, c'est tout simplement désastreux. Euh, voilà. Alors on va passer à des actualités qui sont un petit peu plus... Enfin, je sais pas si on peut dire un petit peu plus légère, c'est pas le terme qui convient, mais vous m'aurez comprise, je pense. Pour revenir un petit peu à l'Église catholique, comme j'en ai parlé en tout premier dans ce podcast, toujours dans le même registre, donc des catholiques conservateurs, sexistes, homophobes, d'un autre siècle dont plus personne ne veut, même si, vous allez le voir, on parle là d'une échelle différente, dans un petit village français qui s'appelle Salancy, et on ressuscite une fête qui s'était arrêtée en 1987 et qui célèbre, attention, je vous laisse deviner, oui, la pureté des jeunes filles. Donc cette fête s'appelle la fête de la Rosière et c'est donc une particularité de ce village. Et comme je vous l'ai dit, ça s'était arrêté en 1987 et malheureusement, de manière assez incroyable, ça va revenir sur le devant de la scène en 2019 avec des critères qui sont encore plus aberrants que ceux de Miss France. On demande la vertu, la piété, la bonne conduite et la virginité des jeunes filles.
Alors, pensez qu'en 2018, il y aura une aide financière ainsi qu'une aide logistique apportée à quelque chose de non seulement totalement inutile, mais en plus d'aussi sexiste et d'aussi rétrograde et d'aussi dépassé. C'est tout simplement révoltant. Et alors, on nous sort toujours les mêmes excuses. Le patrimoine, n'est-ce pas? Alors comme si dans le patrimoine tout était bon et comme si surtout le patrimoine ce n'était pas aussi partiellement une construction majoritairement validée et constituée par des hommes. Et on nous dit également, deuxième excuse, que c'est une valorisation de la féminité. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai juste envie de dire merci, mais non. On ne vous a rien demandé, en fait plutôt si, on vous a demandé tout le contraire de cette stupide fête de la Rosière, donc pour la valorisation de la féminité, on repassera, cette hypocrisie est tout simplement inacceptable. Et ce genre de pratique en 2019, je me dis c'est quand même fou, c'est quand même fou. Alors maintenant nous allons passer à un sujet un peu plus délicat, on reste toujours en France, enfin, on reste toujours en Europe. Je vais en parler assez brièvement parce qu'en fait, il y a très peu d'informations sur le sujet, mais c'est un sujet qui me tient énormément à cœur car vous savez sans doute que j'ai travaillé pendant plusieurs mois dans un centre d'accueil d'urgence pour ce qu'on appelait à l'époque des mineurs isolés étrangers, donc c'est-à-dire des mineurs qui sont en général, ils viennent quand même majoritairement de pays d'Afrique ou alors d'Afghanistan, d'Inde et du Pakistan par exemple, et qui viennent tout seuls en France et qui sont donc pris en charge par des services tels que la Croix-Rouge pendant un certain temps ou d'autres services et qui, de manière plus globale, sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Bon bref, ça c'est quand ils arrivent en fait à passer, bien sûr. Alors il y a une organisation qui s'appelle Save the Children. Alors apparemment j'ai lu des choses assez controversées, enfin il y a des avis assez controversés sur cette organisation, donc je ne m'étendrai pas sur l'organisation en tant que telle, j'ai pas envie de vous donner de fausses informations, mais en tout cas elle a fait remonter un rapport qui lui est tout à fait plausible et qui de toute manière s'inscrit dans des choses que j'ai moi-même entendues lors de mon travail. Ou qu'on connaît quand même de manière assez officieuse, il y aurait à la frontière française et italienne en fait tout un réseau de prostitution pour ces jeunes migrantes majoritairement qui seraient violées ou qui seraient prostituées en échange du passage de la frontière. Donc tout simplement nous avons des passeurs qui deviennent maintenant des proxénètes. Il faut savoir que dans ces flux de population, ce qui concerne les mineurs, il y a très peu, en tout cas il y a une majorité écrasante de garçons déjà, et le peu de filles que moi j'ai pu rencontrer dans mon travail, j'en ai rencontré très très peu, j'en ai rencontré 3, et 2 d'entre elles avaient le sida et une était enceinte. Donc c'est pour vous donner une idée. Et donc à cette frontière franco-italienne, eh bien, il y a ce genre de pratique qui est en cours, alors que nos gouvernements sont en train de se demander est-ce que c'est vraiment problématique de laisser ces pauvres personnes mourir en pleine mer sur leur bateau, et quand même quand ils sont sur le sol européen, on ne leur accorde aucun respect et aucun droit. Et voilà, il me semblait important de mentionner ça, mais si vous cherchez un petit peu sur internet, vous allez voir qu'il y a très très peu d'informations, surtout en français. En anglais, on en parle un peu plus, plusieurs journaux en parlent, mais alors en France, c'est un petit peu le silence radio. Alors, on passe maintenant à une toute autre région du monde pour parler du Japon et de la Corée. Alors, vous savez peut-être qu'il s'agit là de 2 pays que je connais plutôt bien, surtout le Japon. Et sans vouloir généraliser, je peux vous dire quand même que le Japon et la Corée sont des pays extrêmement sexistes, patriarcaux et très hiérarchisés. Donc le panel et l'éventail de discrimination et de manifestation du sexisme dans ces 2 pays, ils sont très très larges. Hein. Alors, le scandale qui a éclaté au Japon, même si je sais que le Japon est un pays très sexiste et assez vieux jeu, on va dire, pour le dire de manière assez sympathique, mais il m'a quand même assez surprise parce que l'ampleur en est considérable. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que non seulement, chose assez rare, les Japonaises ont protesté, ont manifesté dans la rue, mais elles se sont aussi emparées des réseaux sociaux avec un hashtag qui en japonais se lit ainsi Watashi tachi wa josei sabetsu ni okotei, qui veut dire en français nous avons le droit ou c'est ok, c'est permis d'être énervé ou de s'énerver à propos du sexisme.
Alors pourquoi ont-elles pris les réseaux sociaux avec ce hashtag? Pour quelque chose qui est quand même assez incroyable. Alors, ça rejoint en fait une des formes de discrimination qui existe également dans notre pays, c'est celle de la discrimination au travail, sous prétexte que les femmes, en fait, avec l'âge, travailleraient moins, parce qu'elles fondent une famille, parce qu'elles sont celles qui majoritairement prennent des arrêts de travail, des congés de maternité, parce que c'est elles qui réduisent leurs heures de travail pour s'occuper des enfants, etc., etc. Et bien tout simplement donc parce que majoritairement, apparemment, ce sont les femmes qui avec les années travailleraient de moins en moins, l'université de médecine de Tokyo a tout simplement en fait décidé de truquer, de falsifier, de baisser les résultats des candidates à l'examen d'entrée afin de réduire le nombre d'étudiantes et afin de réduire le nombre de médecins femmes. Parce qu'apparemment, ce n'est pas un bon calcul économique et pratique. Et cela depuis 2010. Alors au Japon, on savait plus ou moins que certaines universités étaient, entre guillemets, plus ou moins ouvertes aux étudiantes féminines, mais je pense que personne ne soupçonnait toutefois un système aussi établi et depuis autant d'années. Alors, cela s'inscrit, comme je l'ai dit, dans une société en fait où les femmes sont considérées comme majoritairement en fait des maîtresses de maison ou des mères et où elles subissent une majorité, enfin fortement des discriminations au travail, sans parler du harcèlement sexuel au travail au Japon qui est très important et très peu dénoncé. Donc comme je vous l'ai dit, chose assez rare quand même, les japonaises et les japonais se sont emparés de cette histoire et ont quand même décidé de manifester et d'exprimer leur frustration, leur indignation. Mais ça m'a quand même assez surprise, je dois vous avouer, parce que c'est quand même quelque chose qui dure depuis un certain temps et on s'imagine bien que forcément dans l'université, c'était quelque chose de connu au niveau des personnes qui gèrent de l'administration, etc. Donc c'est absolument horrible. Et ça renforce de toute manière cette idée qui est présente en France également, même si je ne sais pas si en France des universités ou voilà font cela, mais c'est cette idée que certains métiers sont plus faits pour les hommes parce que les femmes ne sont pas assez on ne peut pas s'appuyer assez sur les femmes, on ne peut pas compter sur elles, on ne sait pas ce qu'elles vont nous faire, vont-elles nous pondre un enfant dans l'an, etc. En ce qui concerne la Corée, alors ça je pense que vous en avez peut-être entendu parler aussi parce que c'est quand même assez gros, ça fait un certain temps que ça dure. Les femmes protestent également et elles protestent en fait contre ce qui s'appelle en coréen molka et qui pourrait être traduit par la pornographie par caméra espion. Je vous la fais courte, ce sont des hommes qui filment sous les jupes des femmes ou dans les toilettes ou dans les... comment ça s'appelle les cabines d'essayage, etc. C'est une pratique qui est très répandue en Corée, extrêmement répandue. Pour vous donner une idée, l'année dernière, on a vendu 65 000 caméras espions en Corée, ce qui est quand même assez important. Et depuis 2013, 30 000 hommes ont été interpellés pour des cas relevant de ça, du molka. Ce qui ne représente de toute manière sûrement qu'une infime partie des coupables, parce qu'il est quand même assez difficile de prendre quelqu'un sur le fait ou d'arriver à retracer une caméra, etc. De plus, les peines sont assez dérisoires, même si certains hommes politiques, certaines personnes politiques essayent de faire changer ça. En Corée, en général, il s'agit juste d'une amende, ce qui n'est pas très dissuasif. Et c'est un problème qui dure depuis quelque temps. Si vous avez regardé certains dramas, c'est un sujet qui est assez récurrent dans les dramas, par exemple. Et là, les Coréennes manifestent massivement. En fait, c'est une des manifestations de femmes les plus importantes qu'a jamais connu le pays. Donc c'est quand même, bon, c'est toutefois révoltant en premier lieu, mais c'est aussi quand même assez, je trouve, positif de voir que il y a cette manifestation, il y a cet élan et il y a cette réaction en fait face à des comportements qu'on ne peut plus tolérer. Alors pour finir sur une note un peu plus positive, on va dire, mais je suis pas sûre moi-même de l'utilisation de ce terme. Vous vous souvenez peut-être de Brock Turner, qui était en fait, qui est toujours, c'est un jeune Américain blanc qui avait agressé sexuellement une femme qui était inconsciente un petit peu aux alentours d'une fête de fraternité. Vous savez, ces groupes d'étudiants dans les universités américaines où se passent beaucoup de choses répréhensibles. Donc il avait agressé sexuellement cette femme et ça avait fait un petit peu
polémique à l'époque parce que au moment où il l'avait agressé, il avait encore son pantalon et puis c'était un jeune homme, un jeune étudiant blanc, promis à un avenir sans doute brillant, etc. Et donc on trouvait. Son avocat, sa famille, etc. avaient essayé de nous faire penser qu'il était injuste qu'il soit condamné pour une infraction aussi minime et que ça allait lui gâcher son avenir. Donc il avait fait appel en fait de son jugement pour pouvoir ne pas être inscrit au registre des délinquants sexuels. Vous savez, ce registre qui est consultable aux États-Unis et qui donc, une fois que vous y êtes inscrit, bon, c'est un petit peu problématique. On pourrait revenir là-dessus, mais bon, c'est autre chose. Alors, son appel a été rejeté. Et c'est donc ça la chose un petit peu positive. Pour une fois, j'ai envie de dire, la justice a décidé que la réputation d'un homme ne valait pas plus que la vie, le trauma, les ressentis d'une victime. Pour une fois, le paraître et la bonne situation et l'image peut-être angélique d'un jeune homme n'excuse pas ou n'excuserait pas son comportement sexiste, criminel et prédateur. Voilà, tout simplement. Voilà, ça sera tout pour cet épisode-là de ce podcast. Je vous encourage vivement à bien vous intéresser à tous ces sujets que j'ai abordés. Si vous avez également des actualités féministes à les partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Il y a quelque chose dont j'ai très envie de vous parler, c'est ce qui se passe en Arabie Saoudite. Je pense que j'y dédierai une vidéo, donc peut-être rapidement, espérons-le. Donc voilà, sachez que c'est une des informations qui m'intéresse vraiment, mais que je n'ai pas inclus dans le podcast parce que j'ai envie d'en parler vraiment plus en profondeur. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à partager vos actualités, vos ressentis. Si vous trouvez d'autres liens, n'oubliez pas également que je mets des liens, des articles, des vidéos, etc. dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc si vous voulez avoir certaines pistes déjà pour commencer votre propre réflexion, j'espère que ça vous aura aussi motivé peut-être à vous intéresser à des pays qui peuvent être très très lointains. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter ou à me soutenir sur Patreon si vous avez envie de m'aider à continuer à fournir un travail régulier, de qualité et varié. Avec 1 € ou 1 $ par mois, ça peut beaucoup m'aider et peut-être que ça ne vous mettra pas trop dans l'embarras financier. Voilà, je vous dis à la prochaine, j'espère que vous allez très bien. Bye bye.